Bonjour à tous. Pardon, je pense qu'il y a du son. Bonjour à tous et bienvenue au Palais de l'Institut dans cette salle des séances pour cette 6e édition des Rencontres Capitales. Les Rencontres Capitales, vous le savez, ce sont le grand débat d'idées et la rencontre citoyenne de l'Institut de France qui vous propose depuis plus de 10 ans de dialoguer avec celles et ceux qui changent le monde. Elles ont vocation à réunir des personnalités de toute génération, connues ou inconnues, mais qui ont la caractéristique commune d'être toutes de premier plan dans leur domaine. Et leurs échanges d'aujourd'hui, avec vous, serviront d'inspiration aux futurs travaux des académies. Scientifiques, intellectuels, artistes, dirigeants d'entreprise, ministres, médecins, académiciens, elles ont en commun la volonté de nous aider à décrypter les mutations profondes de notre société et d'un monde en quête de nouveaux repères afin de mieux préparer notre avenir. Quel monde réinventer pour demain? Vaste programme, me direz-vous. C'est justement le thème de l'édition 2021 des Rencontres Capitales. Notre débat de cet après-midi va y contribuer. La création est-elle une science exacte? C'est cet oxymore, ou à tout le moins cette alliance de mots, qui va animer tous nos échanges de cet après-midi. En tendant l'oreille, on peut entendre parfois une ressemblance entre le premier mouvement du concerto pour piano numéro 25 de Mozart et le début de la Marseillaise arrangée par Berlioz en 1830. Même s'il est peu probable que Rouget de Lisle se soit inspiré de Mozart pour écrire son chant de guerre pour l'armée du Rhin, la Marseillaise a inspiré de nombreux compositeurs et artistes. De Franz Liszt au feu d'artifice de Debussy, en passant par le carnaval de Vienne de Schumann, de Satie à Stravinsky et jusqu'à Serge Gainsbourg. Elle a été une source inépuisable d'inspiration et de reprise. Tous les arts sont marqués par ce phénomène de variation et d'hommage à des œuvres existantes. C'est notamment le cas en peinture, à l'image des 44 Ménines de Picasso, réinterprétant l'œuvre de Velázquez, ou encore de l'Angélus de Millet, réinterprété par Salvatore Dali. La création, quelle que soit sa forme d'expression, se nourrit donc de ce qui l'a précédé, permettant de donner par exemple à une œuvre une nouvelle interprétation, permettant à l'œuvre de s'adapter à son temps, parfois de lui donner un message. Mais la création, quel que soit son support, se nourrit également de hasard pour son inspiration. Qu'est-ce que la création aujourd'hui, notamment dans ce contexte d'actualité marqué par la pandémie et ses conséquences? Quelle définition peut-on donner de ce terme? Existe-t-il un processus, une méthode de création? Que se passe-t-il dans le cerveau d'un créateur lorsqu'il crée? Autant de sujets dont nous allons débattre ensemble ce matin avec nos invités. Et sans plus tarder, c'est à moi que revient l'honneur et le plaisir de vous les présenter. Elle est citoyenne suédoise née aux États-Unis et c'est extrêmement difficile pour moi de vous la présenter car vous la connaissez tous. Elle a fait ses débuts à l'opéra en récital aux États-Unis et en Europe. C'est une des récitalistes les plus actives de sa génération. Elle a sa propre fondation qui œuvre pour la paix et la réconciliation dans le monde entier et qui lui a même valu le titre d'ambassadrice honoraire à vie du Haut Commissariat aux réfugiés. Je passerai sous silence de nombreux titres et de nombreuses récompenses, mais elle est commandeur des arts et des lettres, elle est chevalier de la Légion d'honneur, elle a reçu le prix Prince des Asturies, elle a été médaille royale de Suède. Bref, merci d'accueillir et d'applaudir Barbara Hendricks. Parfait. C'est une spécialiste de la physique atomique, c'est donc une scientifique. Elle est secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Elle a été présidente du CNRS, du Haut Conseil des biotechnologies. Elle est ici chez elle.
Merci d'accueillir Catherine Bréchignac, membre de l'Académie des sciences. Il est médecin, neurologue, également académicien, professeur émérite des universités. Il a longtemps œuvré à la direction de l'hôpital de la Salpêtrière, chercheur à l'INSERM, membre du comité consultatif national d'éthique, spécialiste des maladies neurodégénératives dont il a étudié les causes. Merci d'accueillir et d'applaudir Yves Agide. On lui doit, je vous en prie, asseyez-vous, et en plus vous faites partie de ceux qui connaissaient le mieux cette salle des séances. On lui doit plus de 300 projets de parcs et jardins publics et privés, et on lui doit notamment le jardin des Tuileries et sa rénovation, à laquelle il doit sa réputation internationale. C'est un spécialiste, c'est un créateur. Il a tendance, m'a-t-il dit, à se considérer pas du tout comme un artiste. Il est jardinier et paysagiste. Merci d'accueillir Louis Bennec. Allez-y, je vous en prie, à côté de Catherine Bréchignac. Il est compositeur, il est interprète, il est également producteur de musique. On lui doit plus de 200 albums. Il a composé pour Marc Lavoine, il a remixé Dépêche Mode, il a fait les musiques des films notamment de Pascal Bonitzer, il a son propre label Tricatel, il est vice-président du syndicat national de l'édition phonographique. Il est également auteur de Diabétiquement Vôtre, un ouvrage sur le diabète. Il est également président de l'association Diabète et Méchant. Merci d'accueillir Bertrand Burgala. Je vous laisse vous faufiler. Voilà, parfait. Vous avez tous des micros que vous devez allumer, m'a-t-on dit. Comme ça, on est certain d'avoir du son. Je pense que vous connaissez tous le déroulement de ce débat. Donc, il va y avoir une première partie où je vais adresser mes propres questions à nos personnalités intervenantes. Dans un deuxième temps, le panel des étudiants qui a contribué à la préparation de ce débat posera ses questions. Et puis, dans la dernière demi-heure, nous nous tournerons encore plus. Ah, alors est-ce qu'il y a un problème de son? Allumez votre micro, je pense qu'il marche. Allez-y. Je pense qu'il marche. Allez-y, dites un mot, Catherine. Allô? Alors, peut-être un technicien peut venir vérifier si les micros sont allumés. Okay. Donc, c'est bon. Les micros marchent, c'est parfait. Et donc, dans cette dernière partie, je solliciterai vos questions et bien évidemment, nos invités seront là pour y répondre. Catherine Bréchignac, ma question sera à votre image, et on se connaît bien, à votre image, c'est-à-dire franche et directe. La création, selon vous, est-elle une science exacte? Non. Ah, ben voilà une réponse qui lance le débat. Alors, merci Catherine Bréchignac. Nous allons passer à une autre question. Je vous en prie, allez-y. Non, la création n'est pas une science exacte, mais la science a besoin de création. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire de la science, il faut deux choses. Il faut des découvertes ou de l'observation et, deuxièmement, de la création pour faire rentrer l'ensemble de ce que l'on connaît dans une théorie, dans un ensemble qui soit compréhensible. Et là, on a besoin de création. Donc en fait, on a besoin à la fois de découverte et de création. Alors je prendrai par exemple l'exemple le plus simple. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'une science exacte?
Alors une science exacte, c'est une science, je dirais, qui est prédictive et que l'on peut vérifier. Et le premier à avoir montré ça, c'est Galilée. Galilée, au début du XVIIe siècle, on raconte que Galilée lançait des trucs du haut de la tour de Pise, les objets tombaient en même temps par terre, et donc il s'était étonné. En fait, c'est pas tellement ça, c'est qu'effectivement, il s'était étonné une fois dans une église de voir que l'encensoir se déplaçait avec la même période qu'une autre lampe qui n'était pas très loin, et il se dit, tiens, c'est bizarre, ces deux objets extraordinairement de poids très différents qui se déplacent de la même façon. Et c'est pour ça que c'est cette observation qui lui a fait penser que peut-être il y avait quelque chose à regarder derrière, et il a étudié la chute des corps en prenant un plan incliné et en faisant descendre sur le plan incliné des objets de différentes masses, et il mesurait le temps que mettait cet objet pour descendre par les battements de son cœur. Et il se rendait compte que finalement, la longueur était proportionnelle au carré du temps. Et c'est ça, la création, c'est de trouver, au fond, une mathématisation de la loi physique pour un événement que vous observez. Donc l'observation seule n'aurait rien donné, et la création seule ne pouvait rien donner non plus. Parce que seul dans le désert, vous ne pouvez pas créer ex nihilo. Donc c'est ça la science exacte. C'est pour ça qu'en fait, la création, elle est presque consubstantielle de la science, c'est-à-dire qu'il nous faut de la création pour faire de la science, mais la création n'est pas suffisante. Pour faire de la création, il faut avoir tout un ensemble autour de soi pour qu'on soit, je dirais, imbibé par ce qui existe. Et c'est Gilles Deleuze que je trouve qui explique dans son cours aux étudiants d'Afémis la meilleure expression pour exprimer l'art de la création. Il dit que c'est l'art de l'agencement des petits éléments qu'on a les uns avec les autres, qu'on agence et qui n'est pas fait de manière prédéterminée. Et je pense que vous qui vous occupez des jardins, puisque c'est votre rôle, vous devez bien avoir ça dans l'esprit de création. Et voilà la différence. C'est pour ça que la création n'est pas une science exacte. Et heureusement qu'elle ne l'est pas. Merci Catherine Bréchignac. Alors, Louis Bennec, vous avez été interpellé. Je disais tout à l'heure que vous vous considérez ni comme un artiste, ni comme un scientifique dans ce métier d'architecte paysagiste. Mais comment et dans quelles conditions, justement, procède-t-on à une création dans ce merveilleux métier que vous exercez? Non, ce qu'il y a de merveilleux, c'est ce que Catherine vient de dire, c'est-à-dire qu'elle parle de création avec des indices différents les uns des autres, et que moi, quand vous m'avez gentiment invité à ce débat, j'imaginais que création était celle d'un artiste, et que l'artiste, en tout cas aujourd'hui, s'exprime avec une folle liberté, et donc une autonomie. Et que moi, quand je fais des jardins, en tout cas, je ne me sens pas autonome parce que j'ai à gérer des multitudes de paramètres, que ce soit géographiques, climatologiques, suivant les gens, suivant les usages, suivant le but pour lequel je vais avoir à faire quelque chose. Et pourtant, une inspiration est nécessaire. Oui, pour donner de la cohérence, mais en tout cas, j'estime que mon travail n'est pas celui d'un artiste et encore moins celui d'un scientifique. Et quand je dis artiste, c'est-à-dire que quand on projette quelque chose, en matière de jardin, c'est qu'effectivement, autant j'imagine que le scientifique et Galilée sait où est-ce qu'il va pour essayer de démontrer quelque chose, autant le jardinier se trouve confronté à la réalité de ces paramètres, et que si vous plantez 2 arbres pour faire une porte en se disant qu'on va obtenir de la symétrie, dans la cour en bas, il y a 2 magnolias qui sont plaqués sur une architecture incroyablement construite. Et évidemment, le magnolia de gauche est beaucoup, beaucoup plus grand que le magnolia de droite. Et du coup, ça crée un déséquilibre. C'est-à-dire que quand on plante, on espère que les 2 choses vont être équilibrées, et ça, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des choses qui sont plus fortes que notre propre volonté, plus fortes que notre projection. C'est ce qui vous fait dire qu'au fond, ni au plan artistique, ni, si j'ose dire, au plan scientifique, en tout cas dans la maîtrise de votre métier, l'exactitude est très loin du résultat projeté. Merci Louis Bennec. Barbara Hendricks, dans tous ces récitals merveilleux que vous avez donnés, dans toutes ces magnifiques interprétations qu'on vous connaît, est-ce que vous pourriez parvenir
à décrire ce que vous ressentez, j'allais dire, est-ce qu'il y a un processus créatif ou une explication, alors un petit peu scientifique ou pas forcément exacte, que vous ressentez et qui procède de vous-même dans votre travail d'artiste? D'abord, j'aimerais dire que j'ai eu mon diplôme en mathématiques et chimie et que j'aimais à l'époque, il y a assez longtemps, c'était le mécanique quantum et que ça m'a pas... Je n'ai pas laissé ça quand j'ai commencé la musique, après avoir terminé mes études de l'université. Mais je ne suis pas une créatrice comme un compositeur, comme un écrivain. J'ai une partition en face de moi. Et pour moi, la définition d'un artiste est quelqu'un qui est à la service de son art. Et ça veut dire à service du talent que j'ai, mais aussi à la service de la partition qui est devant moi. Et moi, je vois des fois la partition comme du mathématique, parce que ma tête fonctionne comme ça. Ça m'aide à apprendre les langues différentes, à faire des distinctions entre les voyelles d'une langue à une autre, mais aussi d'apprendre par cœur. Surtout la musique contemporaine. Je trouve toujours les petits trucs qui sont semblables parce que les compositeurs, ils ont toujours une sorte de signature. Et ça m'aide à apprendre, ou d'apprendre, par exemple, dans une langue que je ne parle pas, comme le russe, que j'adore, mais c'était un sorte de système mathématique pour apprendre les sons qui étaient semblables. Mais tout ça, c'est quelque chose en préparation que je fais. Je regarde l'architecture de la partition, mais pas dans ce sens de trop cérébral. Mais comme je vois des choses un peu mathématiques quand je regarde la partition et que je peux voir la partition des fois devant moi quand je chante, mais je laisse tout ça derrière. Une fois monté sur scène, c'est pas moi, c'est la musique qui chante. La musique chante elle-même. Et moi, je suis juste l'instrument de la musique. Et j'attends des moments de grâce si je suis bien préparée, si j'avais bien étudié la musique. Et c'est un travail qui ne termine jamais. Mais dans ce moment où je monte sur scène, je dis, voilà, le travail que je fais, c'est ça qui chante. Ce n'est pas moi, c'est ma voix. Je suis derrière, je me mets derrière le compositeur pour que le message divin d'un Mozart sorte de moi, mais ce n'est pas le mien. Et que quelque chose que je partage avec le public. Et c'est un peu... Moi, je ne dis pas que c'est une science, mais je ne peux pas non plus oublier cette partie de mon cerveau qui est le mathématicien, qui a adoré les mathématiques enfant et qui a préféré le mécanique quantum à aerodynamics. Mais voilà, mais ce n'est pas quelque chose... Je ne parle pas de la création, parce qu'il faut le faire. Il y a une différence de ceux qui parlent et ceux qui le font. Et si on le fait, on ne peut pas passer trop de temps à essayer. Parce que ce qui est important, c'est qu'il sort d'ici. Et ça, le cœur, c'est les magies qui arrivent entre moi, mes musiciens, le public, la salle même. Toujours. Et c'est... moi, j'appelle ça la grâce. Oui. Merci Barbara Hendricks. Bertrand Burgalat, vous qui êtes justement, notamment, pas seulement, mais compositeur, la musique a ses contraintes, sa technique. Barbara Hendricks disait à l'instant sa mathématique, d'une certaine façon. On voit même d'ailleurs qu'aujourd'hui,
l'intelligence artificielle se mêle de musique. Pour vous, l'art musical au sens large, c'est un peu une science aussi? C'est une science parce que la musique sont des ondes, sont des fréquences. C'est très rationnel, ça peut s'expliquer d'une façon très rationnelle. Il y a un côté presque sportif dans l'apprentissage de l'instrument qui peut être extrêmement rigoureux, très dur. Il y a un côté mathématique dans l'harmonie, dans toutes ces choses-là. Et en même temps, ça devient intéressant quand on arrive à dépasser ça. Moi, j'ai un bagage très empirique, on va dire. J'ai fait des études classiques, j'ai fait de l'orgue, etc. Mais j'ai une espèce de... c'est pas une phobie, mais en fait, je suis comme quelqu'un qui... D'ailleurs, j'ai la même chose avec le français. Enfin, j'écris, je fais pas beaucoup de fautes d'orthographe, mais je pense jamais à la grammaire. Et en musique, la théorie musicale, l'analyse musicale, me sont complètement étrangers. Alors, j'envie des compositeurs qui ont un bagage beaucoup plus poussé, mais je pense que dans ce cas-là, il faut qu'ils soient vraiment très, très poussés, justement pour surmonter l'analyse qui va être trop rationnelle. Et si on se dit on va mettre tel accord parce que c'est comme ça qu'on va passer de telle harmonie dans telle cadence, etc. Je pense que les grands compositeurs, que ce soit de musique de film ou depuis un siècle de musique dite classique ou sérieuse, sont ceux justement, s'il suffisait de sortir du conservatoire avec un premier prix pour faire des compositions formidables, je serais très embêté d'ailleurs. Mais je trouve que c'est important d'arriver à dépasser ça. Vous parliez de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de musique un peu au mètre qui va être faite par des en ingurgitant, on va faire avaler à la machine, comme on le faisait avaler aux étudiants d'une certaine façon, tout, y compris des choses extrêmement sophistiquées. Et je pense que la musique pourra même faire on pourra même faire des compositions dans le style de Stravinsky ou de Ravel. Ce qui va être intéressant, c'est que ça va peut-être justement ça va être embêtant pour tout ce qui est un peu scolaire, appliqué et sans âme. Mais j'espère que ça va justement donner un peu plus de champ aux coups humains d'une certaine façon et à la sincérité. Et cette concurrence des machines, on l'a connue il y a 50 ans, dans les années 60, il y avait le mélotron qui était arrivé. C'était un clavier et derrière chaque touche, il y avait un magnétophone, il y avait une bande et on pouvait avoir un son de flûte, un son de corde. C'est un instrument merveilleux. Ça ressemble absolument pas à une flûte ou à un violon. Mais au départ, à Londres, à la BBC, les syndicats de musiciens s'étaient mis en grève. Ils voulaient pas du mélotron parce qu'ils pensaient que ça allait supprimer leur travail. Et le mélotron aujourd'hui est un instrument à part entière parce qu'il a une vraie texture. On a eu ça après avec les ordinateurs dans les années 80. Toute la musique faite par ordinateur, c'est vrai qu'à l'époque, les arrangeurs, les orchestrateurs de variété, de pop ont un peu été... Puis on s'est rendu compte que la musique que ça faisait était un peu partout. On fait appel à des orchestres, on fait appel à ce travail-là. Donc je pense que c'est... voilà, parfois c'est une science exacte parce que c'est un peu comme la création du monde. On peut tout expliquer, mais savoir vraiment comment ça s'est fait, ça c'est une autre affaire. On peut l'expliquer de façon rationnelle, mais... Effectivement. Merci Bertrand Burgala. Yves Agide, avant que l'intelligence artificielle ne fasse toute la musique et finisse par être au service de l'art, paradoxalement, parce que ça met en exergue les vrais artistes, la vraie musique et son supplément d'âme. Vous êtes un spécialiste du cerveau. Quand vos voisins de table et vos camarades de débat créent, qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau? Est-ce qu'il y a un processus de création qui est assimilable à l'inspiration d'un scientifique? Est-ce que c'est comparable à ceux qui découvrent, qui inventent ou qui innovent? Oui, je comprends. Vous voulez me faire parler du cerveau, mais moi je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut, avec l'intelligence artificielle, vous avez deux ordinateurs extrêmement puissants de chaque côté,
Il y en a un qui a enregistré Stravinsky, l'autre Beethoven, et ils vont discuter entre eux, ils vont faire soit du Stravinsky à peu près, soit du Beethoven, etc. La question qui est importante, c'est est-ce que ces ordinateurs sont capables d'apporter quelque chose en plus? Parce que c'est ça la créativité, me semble-t-il. Et quand je vous entends, j'ai envie de revenir, avant peut-être de répondre à votre question, sur qu'est-ce que c'est que la création, d'abord? Parce qu'il y en a plusieurs types. Créer, ça vient de croître, n'est-ce pas? Ça veut dire c'est apporter quelque chose de nouveau. Alors, évidemment, si je suis au bord de la mer, je prends une pierre et que je la lance dans l'eau, c'est nouveau, personne ne l'aura probablement fait de cette façon-là. Donc, c'est quelque chose de nouveau, la création, mais en plus, il faut que ce soit original, il faut que c'est une valeur. Et puis, il faut l'adapter au contexte. Par exemple, une peinture du Trecento, ce n'est pas la même chose qu'un Jeff Koons aujourd'hui. On ne peut pas l'examiner de la même manière. C'est absolument impossible. Alors, juste pour définir ça, je crois que c'est très important d'avoir en tête quelque chose qui est assez classique, c'est-à-dire que la création, la créativité se distingue en trois choses. Il y a la découverte, c'est Catherine et moi, enfin, c'est les scientifiques en général. Il y a l'innovation, c'est plutôt les ingénieurs. Et puis, il y a l'invention, dont l'art. Alors, qu'est-ce que c'est que la découverte? La découverte, ça suppose le préexistant. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Il n'a pas créé l'Amérique, mais il l'a mise à jour. C'est ça, la découverte. C'est ce que font les scientifiques. L'innovation, c'est autre chose. C'est la transformation de l'existant. C'est le travail de l'ingénieur. Par exemple, Bill Gates a créé Microsoft, par exemple. Et puis l'invention, c'est ça ce qui est de plus merveilleux, l'invention. Alors l'invention, c'est la création, mais à partir de rien ou à partir de peu de choses. Alors c'est évidemment le concours Lépine, avec sa connotation intellectuelle. Bon, si on invente quelqu'un qui invente une nouvelle cafetière, bon, elle est toute nouvelle, un procédé extraordinaire, etc. Mais c'est surtout l'art. C'est l'art avec sa connotation émotionnelle, et avec une nuance fondamentale, différente des deux autres, la découverte, l'innovation, c'est que l'art, elle suppose que ce n'est pas un autre qui le fait. C'est personnel. Personne d'autre que l'artiste n'a inventé ça. C'est une invention que personne d'autre ne peut faire. Si on a ça en tête, évidemment, c'est très caricatural. En fait, ces traits sont mélangés. C'est-à-dire, par exemple, un scientifique, il va faire une découverte, supposons, mais en même temps, il a innové parce qu'il a trouvé une nouvelle machine. Il invente des nouveaux complexes, des nouveaux concepts, etc. Alors, tout ça fait que, en fait, c'est la découverte, l'innovation et l'invention, comme je le dis comme ça, de manière, ça fait un peu scolaire, académique de le dire. En fait, tout ça est mêlé. Et donc, la création, il reste un mystère quand même considérable. C'est qu'est-ce qui se passe quand on crée? Alors moi, je veux bien en parler, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Non, mais je vous en prie, dites-nous-en un mot, ça ouvrira au débat, allez-y. Alors, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une découverte? Quand on fait une découverte, on passe par plusieurs étapes. Si vous voulez, je peux les énumérer. Je pense à ce que je fais moi-même quand on fait de la recherche. D'abord, on s'étonne. C'est-à-dire une expérience qui ne marche pas ou une observation. Bon, pour reprendre l'exemple de Galilée 1610 que Catherine disait il y a un instant, Galilée s'est étonné lorsqu'il avait mis une lunette astronomique au point. Elle grossissait 7 fois, c'est pas grand-chose. Et il regardait Jupiter, et devant Jupiter, il voyait 4 petits points brillants. Et puis ces points brillants, il les a vus, et puis il les a vus qui bougeaient. Il était étonné. Donc ça, c'est la phase d'étonnement. Ensuite, il y a une phase de questionnement. Galilée, il s'est dit, mais pourquoi ils vont et qu'ils viennent? Et sa question, c'était, il est possible que ce soit des objets, donc en fait, on sait que c'est des planètes, qui tournent autour de Jupiter. Et il s'est dit, si des planètes tournent autour de Jupiter, évidemment, pour la Terre, c'est pareil. Nous tournons autour du Soleil. D'ailleurs, Copernic, c'était l'hypothèse de Copernic. Donc, vous voyez, étonnement, questionnement. Et une fois qu'on a fait ce questionnement, il y a une étape fondamentale, c'est l'étape intellectuelle, c'est-à-dire qu'il faut chercher. Cette recherche se fait de deux manières. Elle est consciente,
Alors c'est une construction qui est terrible, que nous connaissons bien. C'est laborieux, c'est lent, c'est souvent décevant. On refait les expériences, ça marche pas, etc. Vous savez, tu vois, il faut être courageux hein, quand on fait ce genre de métier. C'est une recherche qui est consciente. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est rare qu'on trouve comme ça. Et les mathématiciens ont bien expliqué qu'en fait, que cette recherche, elle se fait pendant des périodes d'incubation. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas la solution. Et puis, un jour après, un mois après, plusieurs années après, la solution peut survenir comme ça, elle jaillit. Elle va jaillir. Et il se passe entre le moment où on s'est posé la question et le moment où la solution vient, il y a un travail qui est fait dans notre cerveau auquel on ne pense pas, auquel on ne prête pas attention, dont on ne se rend pas compte. Moi, je dis que c'est un travail subconscient. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience, ça se passe. On trouve la solution sous la douche, on trouve la solution la nuit en se réveillant ou en marchant. C'est la fameuse expérience d'Henri Poincaré, vous savez, qui a trouvé son fameux théorème en montant dans l'omnibus à Coutances. Coutances, c'est en Normandie. Hein. Et comme ça, il cherchait, ça faisait des années qu'il cherchait, et puis il trouve tout d'un coup. Enfin bon, on peut avancer comme ça. Et puis vous avez l'illumination. Alors l'illumination, tout d'un coup, ça sort. C'est la 5e étape. Et cette illumination, je cite la merveilleuse métaphore de Weyl, c'est un autre mathématicien anglais qui a trouvé 300 ans après la fameuse conjecture de Fermat. Il dit, c'est comme quand vous rentrez dans une pièce obscure, alors vous tâtonnez un peu, vous sentez les meubles, etc. Vous faites une idée, ça c'est ce que moi je fais tout le temps, à peu près, on est là dans l'à peu près, et tout d'un coup il y a un type qui appuie sur l'interrupteur et la lumière vient, et vous voyez la pièce comme elle est. C'est ça la découverte, c'est ça l'illumination. Je passe, puis il y a une dernière étape, c'est de vérifier. Vous savez, des illuminés, il y en a plein, hein. Il y en a partout. Mais alors, par contre, il faut vérifier nos hypothèses et c'est pour ça qu'il faut répéter. C'est pour ça que quand un médicament doit sortir dans notre société, ben souvent ça met 10 ans, 15 ans, parce qu'il faut être sûr, il faut vérifier tout ce qu'on a fait. Voilà les 6 étapes du raisonnement pour la découverte. Merci Vagide. Alors, nous allons passer maintenant aux questions de notre panel étudiant. Donc, je vais demander à chacun d'entre vous d'appuyer sur le bouton de votre micro, mais de vous présenter et puis de poser votre question. Et puis, je verrai lequel ou lesquels de nos invités va répondre. Je vous en prie, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Moi, ma question, donc, je m'appelle Benoît. Je suis psychomotricien, donc je travaille en IME avec des enfants en déficience intellectuelle et avec des enfants ayant le trouble du spectre autistique. Et ma question est la suivante. Considérer la création comme une science exacte, n'est-ce pas s'interroger sur sa mesurabilité? Et en même temps, peut-on se demander si la science se réduit uniquement à des données mesurables? Voilà. Alors, la science et ses données mesurables. Catherine, je vous en prie. Je vois que Yves me fait signe de répondre. Oui, alors, la science ne se résume pas complètement à des données mesurables, mais presque. En fait, les données mesurables ont fait faire sans arrêt des progrès à la science. En chimie, c'est pour prendre un autre exemple qui n'est pas de la physique, eh bien, quand vous voyez Lavoisier a au moins classé a compris à classer les éléments, pas du tout comme Mendeleïev le fera par la suite, mais ce qu'il a fait lui, c'est parce qu'il faisait des mesures. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a par exemple fait des mesures pour trouver H2O? Eh bien, il mesurait sans arrêt, il mesurait avant la réaction, les gaz, après la réaction, il fabriquait les balances, etc. Et c'est par la mesure que la chimie a fait le progrès considérable et est devenue une science exacte. C'est par la mesure. Alors évidemment, comme le disait Yves, il n'y a pas que la mesure dans la science exacte. Il faut d'abord observer, et
quand vous pensez à quelqu'un comme Newton, quand il a sorti l'idée de la gravitation, c'est pas parce qu'une pomme lui est tombée sur la tête, parce que tout le monde a des pommes qui leur tombent sur la tête sans arrêt, mais si vous êtes dans un verger à l'automne. Mais lui, c'est parce qu'en fait, il s'est posé la question, et c'est exactement ce que tu disais, il s'est posé la question, pourquoi la pomme tombe et la lune ne tombe pas? Et il s'est donné à lui-même la réponse, parce que la lune tourne et bouge. Et c'est par son mouvement qu'elle ne tombe pas. Et donc, en fait, là, une fois qu'il a eu compris ça, il a mis des mesures. En combien de temps elle bouge, pourquoi elle bouge, comment elle bouge, etc. Et c'est grâce aux mesures qu'on fait des progrès. Alors, oui, complément de réponse de la part du Je voulais citer la fameuse phrase de Schopenhauer, quoi. La tâche du scientifique n'est pas de voir ce que personne n'a vu, c'est de penser à ce que les autres n'ont pas pensé pour ce que tout le monde voit. C'est-à-dire que tout le monde voit, dans ton exemple, on y voyait la Lune, il voyait les pommes, mais personne ne pensait à la théorie de la gravitation. Là, il y a donc un saut dialectique qui fait que ça, c'est la vraie créativité, quoi. Deuxième question de nos camarades étudiants. Je vous en prie. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Guillaume. Donc, je suis étudiant à l'Institut catholique en philosophie. Et donc, ma question, j'aimerais remettre au centre du débat, finalement, la notion pratique de la création, puisque vous avez chacun un métier, finalement. Et je me demandais comment, finalement, on trouve l'équilibre, finalement, entre l'exactitude de la création, c'est-à-dire en tant que contrainte, les règles, finalement, auxquelles on doit se soumettre dans chacun de vos domaines, et en même temps, cette recherche, finalement, de nouveautés. Et comment, dans chacun de vos domaines, finalement, on peut essayer de trouver l'équilibre pour, finalement, créer. Alors, les contraintes de la création et sa quête de nouveautés. Bertrand, dans un premier temps, je vous en prie. Je pense que ça dépend. Ça dépend d'abord de ce qu'on fait. Quand on travaille, par exemple, pour un film, on est d'abord au service du film. On n'est pas en train de faire son disque par procuration. Donc, il y a une vraie question de dialogue. Vous avez des compositeurs de musique de film. Souvent, ce qui fait la différence par rapport à d'autres, c'est leur intelligence, justement, du film, leur façon de regarder le film et de dialoguer avec le réalisateur. Donc là, par exemple, un compositeur un peu académique qui dirait je vais condescendre à travailler dans le cinéma, ça va pas marcher. Même Stravinsky, qui est pourtant a eu du mal à Hollywood. Donc parce que je pense que c'est quelque chose de différent. Après, moi, quand j'entendais ce que vous disiez tout à l'heure, j'y pensais sur la découverte, c'est que moi, je considère que, par exemple, un morceau, le travail qu'on doit faire de composition, parfois, je pense que ce morceau, il existe en soi-même. Et le travail qu'on doit faire, c'est justement d'enlever toutes les couches de surmoi, tout ce qu'on s'interdit, toute l'autocensure, pour permettre à ce qu'on voudrait vraiment exprimer de se dire. Mais quand vous dites qu'il est en vous, ça vient d'où en vous? Je pense qu'il y a des choses qu'on a envie d'exprimer, qu'on souhaiterait exprimer, mais qu'on s'interdit souvent d'exprimer. Et donc il faut, en tout cas même mon travail de producteur avec d'autres artistes, parfois quand ils me font écouter quelque chose, je vais leur demander pourquoi ils veulent le faire. Mais je vais pas. Après, il y a des œuvres extraordinaires qui ont été motivées par l'appât du gain. Il ne faut pas du tout la musique populaire. Il y a eu des producteurs extraordinaires qui voulaient le pouvoir, que ce soit au cinéma ou dans la musique. Et ça n'a pas fait que des mauvaises chansons, hein. Ça a même fait des choses très bien. Mais je pense que le mécanisme, en tout cas, par exemple l'improvisation, c'est intéressant parce que souvent, moi j'entends de l'improvisation qui n'est pas de l'improvisation. Parce que c'est normal, c'est stressant. On en est là, on me dirait de me mettre au piano devant tout le monde. Je vais penser de façon trop rationnelle. Je vais me dire de quoi je vais avoir l'air, mince si je fais une fausse note, etc. Donc il faut arriver à oublier tout ça. Et je pense qu'une grosse partie du travail de création, c'est vraiment d'enlever toutes ces couches d'interdits qu'on peut avoir. Je vous en prie, Barbara. Je vais parler un peu de l'improvisation parce que depuis maintenant à peu près 30 ans, je fais du jazz et du blues.
Et c'est tellement différent de prendre une partition de Mozart, même d'une partition de Duke Ellington. Le fait de le chanter, d'avoir la musique vraiment en moi, quand je suis sur scène, j'ai aucune idée de ce que je vais faire comme improvisation. Des fois, c'est quelque chose qui me dit « Ah voilà, tu vas là-bas avec cette note-là. » Bon, j'essaie de vérifier, c'est une note que je peux chanter. Mais c'est des moments où, comme je dis avant, que la musique choisit l'improvisation. Des fois, je ne réussis pas. Ça veut dire que je me trompe ou c'est trop. Mais quand je suis dans un état où je laisse la musique faire, je suis étonnée moi-même des fois des choses et ce n'est jamais la même chose. Je chante la même chose chaque soir et l'improvisation n'est jamais la même. Et moi, je ne contrôle pas ça. Et quand je vais enregistrer un disque, c'est très difficile parce que j'ai un souvenir que le dernier concert, là, c'était extraordinaire. Des fois, ce n'est pas le cas. On écoute et ce n'est pas du tout extraordinaire. C'était un peu indulgent, je trouvais très bien. Mais l'improvisation, ce n'est pas quelque chose que je planifiais. J'ai une petite idée où je veux aller, que si je chante le deuxième strophe, un peu plus piano, et après, je vais laisser la voix aller dans le troisième à la fin, mais les notes, je ne les choisis pas du tout avant. Ça vient comme ça. Mais il y avait une chose que j'ai noté ces étapes de la création. Et moi, je trouve qu'il faut essayer d'être toujours dans un état où on peut s'étonner tout le temps. Ce n'est pas ça l'éducation. Que les enfants peuvent s'étonner tout le temps. C'est comme ça qu'on est ouvert. La création, les choses viennent. Cette ouverture. Et quand je vois, moi, je suis grand-mère très, très fière. Et quand je les vois découvrir des choses, cet étonnement, je dis, c'est merveilleux. C'est quelque chose que j'essaie de garder chaque fois que je monte sur scène. D'être toujours étonné par la divinité de la création d'un grand compositeur. Et d'être à l'auteur de ça, mais ça veut dire beaucoup de préparation. On improvise, le jazz n'est pas improvisé comme ça, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut avoir vraiment cette mélodie originelle bien dans le corps pour faire l'improvisation, à mon avis. Voilà. Catherine Bréchignac, puis Yves Agide. Oui, en écoutant, je me suis posé, et en vous écoutant, je me suis posé la question et on n'a pas parlé du tout de la création dans la contrainte. En fait, quand vous parlez toujours de la création sans contrainte. Pratiquement, voilà. Mais vous, avec vos histoires de Magnolia, qui m'a absolument j'ai trouvé ça extraordinaire. Je passe tous les jours dans la cour le matin, je vois pas qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Mais vous l'avez remarqué parce que ça vous a surpris. Moi, ça me surprend pas parce que finalement, ça ne m'étonne plus. Et c'est ça qui est très dommage. Je suis d'accord. Mais vous travaillez vraiment quand vous construisez un jardin, quand vous y pensez, vous êtes bien dans la contrainte de ce que vous avez. Louis Bennec. Oui, mais tout est toujours relatif. Rien ne pourrait nous empêcher de rééquilibrer les choses avec un coup de sécateur. Et non. Parce que justement, on parle de création et ça m'arrive d'avoir des choses que je peux projeter et avoir la chance que ça se réalise quand je fais une haie. Si je décide qu'elle est à 1,80 m et qu'on la garde à 1,80 m, ça devrait rester à 1,80 m. Mais j'ai plutôt tendance aujourd'hui, quand je fais des jardins, à foutre la paix aux choses une fois qu'elles ont été plantées. Et donc, effectivement, c'est là où les surprises arrivent et c'est là où sa projection n'est pas forcément celle exacte. Mais ce qui m'amusait dans votre question, c'est que vous voyez la création comme quelque chose d'exact, ou à peu près. Voilà. Et au fond, ce que vous disiez à l'instant, Louis, c'est qu'elle n'a rien d'exact pour vous, parce qu'en plus, la nature interfère dans vos propres créations. Oui, absolument.
et que là aussi, on a capacité à gérer ou à ne pas gérer. Oui. Mais là aussi, dans le cas de ces Magnolia, si on voulait leur donner la même volumétrie, on pourrait. C'est sur une architecture qui est parfaitement, enfin, qui est dessinée, et c'est simplement parce qu'il y a une terre qui est plus profonde d'un côté que de l'autre. Enfin, je veux dire, peu importe la raison. Mais ça arrive tout le temps. Et c'est pour ça que je parle, c'est pour en revenir au sujet qui est quand même l'exactitude, c'est qu'il n'y a pas d'exactitude dans ce que je fais, c'est-à-dire que et je n'aime pas avoir l'idée d'avoir un acte dit créatif, parce que je ne me sens pas un artiste, mais c'est évidemment une projection. Et c'est une projection qui naît d'intuition et de sentiments. Et ces sentiments sont dirigés, si on est dans un lieu patrimonial ou si on ne l'est pas. Là, tout est régulier dans l'architecture, donc je pense que le planteur, du jour où il l'a planté, s'il met 2 magnolias, c'est pour avoir là aussi un équilibre. Voilà. Non, mais Catherine Bréchignac va donner un coup de sécateur dès ce soir pour rétablir un peu d'exactitude dans tout ça. Yves Agide, je vous en prie. Vous souhaitiez apporter un complément de réponse. Intervenir très brièvement, c'était pour rebondir sur ce que disait Madame Hendricks. Je vous en prie. Si vous voulez, je trouvais que la condition humaine est très injuste parce qu'il y a des gens qui s'étonnent facilement. Manifestement, vous en êtes une. Je crois que nous autres, ici, nous sommes aussi des gens qui Catherine ne s'étonne mais les gens, plus. j'ai remarqué, qui ne s'étonnent jamais. Et c'est effectivement l'étonnement est vraiment la base de la créativité. L'autre chose, je pensais à vous parce que évidemment on vous a tous entendu chanter et de temps en temps probablement à la fin vous changez de ton, des petites nuances que vous apportez et vous dites c'est étonnant, je le fais et puis finalement ça sort comme ça. Vous savez, on a beaucoup d'expériences, je pense aux expériences de Libet en particulier, qui montrent que votre cerveau prend des décisions et que la conscience vient après. On prend conscience d'un travail de traitement des informations que le cerveau a fait dans un deuxième temps. Évidemment, l'intervalle est très court, mais on peut le mesurer. Parce que c'est une idée très importante. Ça pose la question du libre arbitre, entre parenthèses, mais enfin, c'est autre chose. Bertrand Burgala. Non, je repense juste à ce que vous disiez, qui est tout à fait exact, justement, sur l'improvisation. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, l'improvisation, c'est d'une part, quand elle dépasse la technique, que les gens, par exemple, dans le jazz, ne font pas que des gammes et un jazz modal qui va répéter des notes qui sont prévues. Et donc, il y a un peu d'imprévu et d'avoir la plus grande liberté possible sans avoir d'autocomplaisance. Et c'est cet équilibre-là qui est très, très subtil. Louis, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, ce que je me disais, c'est que tout ça, c'est une dimension pratiquement spirituelle. Et Barbara le dit très bien, c'est la grâce. Et que, ben voilà, je crois que ça existe dans tous les cas de figure, y compris dans les cas scientifiques. Je vous demande qu'est-ce que la grâce. Tout à l'heure, Madame Hendricks a parlé du divin. Vous utilisez votre sécateur ou c'est la grâce de votre cerveau ? Bah, le sécateur, c'est ma main, oui. Mais non, justement, c'est une rectification. Mais ce que je veux dire, que si on ne se sert pas du sécateur, ça, c'est peut-être du divin. Et ce sera peut-être beaucoup mieux que mon sécateur. Alors, troisième question de nos jeunes camarades. Bonjour, je m'appelle Rémi Baccar, je suis un étudiant en sciences, donc j'ai un master en sciences physiques et maintenant je fais un deuxième master sur l'énergie et je suis également passionné de musique. Ma question, donc on a parlé de en quoi du coup la création pourrait servir à la science, ça a été le début ça a été avec votre intervention, Catherine. Mais moi du coup je vois un peu l'autre côté, la science peut également servir à la création et du coup on passe souvent par la technique dans le processus de création, donc notamment l'outil informatique dont vous avez parlé avec l'intelligence artificielle. Et ma question c'est comment du coup dans ce cadre technique, avec ces contraintes justement de création qu'on peut avoir dans cette technique, comment du coup on fait preuve de choix, d'improvisation, parce que du coup on doit passer par des choix, on doit passer par une inexactitude du coup qui ne dépend pas de sciences exactes. Et du coup j'aimerais savoir du coup comment on sort de la découverte, on sort de l'innovation du coup et qu'on invente vraiment, et quels sont du coup les processus du coup quels sont ces choix qu'on fait pour improviser, pour inventer. Alors, quand et comment on sort de
de la technique. Peut-être Yves Agide, des premières réflexions, et puis après d'autres Pas sûr compléments. d'avoir bien compris. Vous voulez dire qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qu'est-ce qui se passe quand on crée? C'est ça que vous voulez dire? Eh ben alors oui, que ce soit en tant qu'artiste, artisan ou scientifique, qu'est-ce qui se passe quand justement on a ces illuminations, quand on fait un choix d'une note ou d'une couleur pour la création, enfin. Moi, je préférerais que nos amis artistes répondent pour l'art. Alors, dire un mot pour la découverte. Barbara Hendricks, je vous en prie. Bon, je peux parler un peu de la technique. Moi, j'avais chanté enfant à l'église, mon père était pasteur. Et je chantais parce que c'est ça que je pouvais faire. Ça veut dire des mariages, des obsèques. Mon père avait dit, Barbara, tu chantes. Et j'ai chanté. Et sans penser comment je chantais, mais j'avais une voix naturelle. Et je chantais dans le chœur au lycée, pendant que je faisais ces études de mathématiques. Et une fois que je suis entrée à la Juilliard School, où tous les autres élèves de chant parlaient tout le temps de technique, je ne voulais pas entendre de la technique. J'ai eu la chance d'avoir un professeur de chant avec qui on avait une communication tellement parfaite. Elle m'a dit quelque chose, ou elle chantait quelque chose, j'ai compris tout de suite ce qu'elle voulait dire. Mais j'avais peur de penser trop la technique, comment je chante. Mais finalement, quand elle est morte, et j'avais cherché d'autres professeurs de chant, parce que c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée, c'était elle est la définition de l'artiste pour moi. J'étais très déçue des professeurs qui parlaient toujours de technique. Avec elle, on avait parlé comment on va faire sortir l'émotion dans la phrase. Et si j'avais un problème où je ne pouvais pas techniquement chanter, là, on avait travaillé la voix. Mais on n'avait pas travaillé la voix juste pour travailler la voix. Bon, chaque chanteur a leur façon de le faire, mais c'était pour moi parfait. Mais je devais me poser la question, qu'est-ce que je fais sans elle? Elle est morte, je ne trouve pas un autre professeur. Et j'avais décidé que non, je ne suis pas intéressée de savoir que quand je fais cette note-là, ça ouvre ici, mais de le sentir dans mon corps. C'est la raison aussi que je ne peux pas enseigner le chant, parce que je sais comment moi je chante, mais je ne sais rien du tout de la technique du chant. Parce que c'est quelque chose que je sens en moi, comment ma voix, quand j'avais besoin de devenir mon propre maître à un moment où j'avais peur, parce que je dis, mais ça, c'est la chose qui m'était donnée. Si j'abîme, elle va revenir me hanter. Mais je dis, bon, je vais essayer de sentir comment ma voix marche et de jamais faire des choses en poussant mes limites, mais jamais faire des choses qui allaient abîmer la voix. Et c'était ma technique, mais je n'étais pas du tout intéressée dans la technique du chant. J'avais un peu peur parce que je chantais naturellement. Certaines choses que un professeur de chant voulait m'enseigner, je dis, mais je ne veux pas penser à ça parce que je fais ça naturellement. Mais j'étais obligée d'apprendre dans mes muscles comment ma voix fonctionnait. Mais je ne peux pas l'enseigner parce que je ne peux pas être dans la gorge de quelqu'un d'autre. En fait, vous ne voulez pas vous laisser dénaturer par la technique. Parce que beaucoup d'élèves, ils parlent souvent de technique et les professeurs de chant, ils disent des choses vraiment incroyables, comme il faut penser que vous avez un concombre entre les oreilles, des choses comme ça. Mais moi, je ne veux pas, quand je suis là, je veux chanter la phrase. Je ne veux pas penser où j'ai placé la note, si la gorge est ouverte. Je pense à la musique. Et pour cette raison, je chante avec une technique, mais ça reste viscéral, physique, dans mes muscles.
Et je ne peux pas, c'est pour ça je ne suis pas professeur de chant, parce que je ne peux pas expliquer. Peut-être si j'avais un élève qui était comme moi et mon professeur, je dis quelque chose, elle comprend, lui comprend tout de suite, peut-être, mais je ne peux pas prétendre être vraiment professeur de chant. Yves Agide. J'essaie de penser à ce que vous venez de dire. Nous autres avons éventuellement une interprétation. Hein, c'est-à-dire que dans le cerveau, pour simplifier sur les trois livres de ce cerveau, pour simplifier à l'extrême, on a un cortex cérébral qui s'occupe des choses conscientes. Et puis on a des structures sous-jacentes au fond du cerveau qu'on va appeler, bon, peu importe, le cerveau reptilien, entre guillemets, qu'on connaît bien, et qui est responsable justement de tout ce qui est les comportements automatiques. Vous avez un cortex qui fait ce qui n'est pas automatique, mais qui va vous donner le sens artistique, la créativité. Et puis vous avez ces structures reptiliennes qui vont s'occuper de la technique, justement. C'est-à-dire tout ce que vous faites automatiquement. Quand vous chantez, vous ne dites pas, tiens, je vais articuler de telle manière pour faire un la ou faire un do. Ça sort automatiquement. Parce que vous avez appris, vous l'avez fait, c'est appris sur appris, et ça devient complètement automatique. Et dans votre chant, comme dans la parole d'ailleurs, il y a un dialogue permanent entre le cerveau reptilien qui fait la chose automatique, qui est le compositeur ou celui qui a du métier, l'artisan qui fait les choses parce qu'il sait très bien les faire. Ou comme je pense souvent, je donne l'exemple du tennisman, par exemple. Vous avez Nadal ou vous avez Federer, vous pensez bien qu'il ne se dit pas ce qu'il va faire tel mouvement pour mettre. Tout ça est automatique. En revanche, quand Nadal veut embêter son adversaire, avec son cortex cérébral, il dit je vais lui mettre là parce que là, il ne la rattrapera pas. Et vous faites ça, c'est-à-dire vous donnez votre sens artistique, la beauté de votre chant, car il est très beau. Vous le faites avec votre cortex, mais tout le reste, c'est automatique. Catherine. Oui, en vous écoutant, Barbara, je voyais un vol d'oiseaux migrateurs. Parce que le vol d'oiseaux migrateurs est extraordinairement intéressant et étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, ils se mettent en V de manière tout à fait... enfin, pas tous, pas tous les oiseaux, mais les gros oiseaux migrateurs, ils se mettent en V absolument parfait, avec des angles absolument parfaits. Et on les a équipés de petits capteurs. On a fait des mesures absolument formidables avec des capteurs pour savoir exactement comment était leur battement d'aile, parce que leur battement d'aile est assez intéressant. Elle est comme une vague pour que la mécanique des fluides, en fait, et on a commencé à la comprendre, et elle est très compliquée, et c'est extraordinairement complexe, et on comprend pourquoi, finalement, ils se mettent comme ça. Mais les oiseaux migrateurs, ils connaissent absolument pas la théorie de la mécanique des fluides, ni rien du tout, et puis je suis même pas très sûre qu'ils aient un gros cerveau. Donc en fait, ils ont peut-être un cerveau, mais un gros cerveau, je suis pas trop sûre. Donc ce que vous avez dit pour votre voix, je me disais que parce que c'était spontané, c'était intuitif au fond, intuitif. Et là, dans ce vol d'oiseaux, la technologie est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, on en est même surpris nous-mêmes de voir à quel point ils font des choses aussi performantes et aussi précises, alors qu'ils n'ont absolument aucun bagage scientifique. Justement, ils ont un gros cerveau reptilien. Par contre, ils ont très peu de cortex. Donc tout ça, ils le font de manière automatique. Donc ils n'enverront pas une balle dans l'oiseau d'avant. Ils en ont un peu, surtout certains oiseaux comme les corbeaux d'ailleurs. Donc l'expression cervelle de moineau ou cervelle d'oiseau est totalement inappropriée. S'ils ont un gros cerveau reptilien... Pas pour les perroquets et les corvidés qui sont extrêmement intelligents. Hein. J'allais le dire. Alors, quatrième question de nos jeunes amis. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Gabriel Biongui et je suis également psychomotricien et chercheur aussi en psychomotricité sur la facilitation graphique. Ma question est donc la suivante. La création se limite-t-elle à l'exactitude de l'homme ou nécessite-t-elle toujours une forme de transcendance, qu'elle soit divine ou technologique? Alors, la création à l'image de l'homme ou ayant une exigence de transcendance. Barbara ou Bertrand peut-être dans un premier temps, et puis quelques compléments de réponse.
Elle est très intéressante, votre question, parce qu'en fait, elle englobe beaucoup de choses dont on parle là. C'est cette part un peu d'irrationnel qu'il peut y avoir. Et je pense que la création, elle a besoin de techniques, justement, si on l'oublie. Si on reste le nez dans le guidon à se dire on fait ça de telle façon, si Barbara se dit là je vais chanter cette note, enfin si c'est trop conscient, ça ne peut pas être une création. Ce qui est difficile, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on est dans une époque de relativisme aussi, où la notion, on veut que tout ait l'air neuf et en même temps que tout nous rappelle quelque chose. Et dans tous les domaines, en architecture, en musique, dans les arts plastiques, il faut absolument que tout soit présenté comme nouveau. Et en même temps, il faut qu'il y ait des éléments. Les musiques de films sont truffées aujourd'hui de vieux tubes, de musique préexistante, parce que les gens ont peur autrement d'être perdus avec quelque chose qui serait fait. Donc il faut être très méfiant aujourd'hui, parce que la création, elle est très attaquée par ce relativisme, parfois dans l'art contemporain aussi. Des gens qui expliquent que finalement l'artiste, le plasticien aujourd'hui ne fait plus ses œuvres. Donc il y a tout ce travail qui enlève toute spécificité en fait à la création et justement de ce qu'elle peut avoir de transcendant et de mystérieux. Il y a un morceau de Sun Ra qui est magnifique, qui s'appelle Enlightenments, et qui dit Strange Mathematics and Rhythmic Equations. Et c'est ça, c'est des mathématiques étranges, c'est des équations rythmiques, c'est tout ça. Et c'est ça qui est magnifique et qui tout d'un coup dépasse cet aspect purement technique. Dans votre travail de paysagiste, tout doit paraître nouveau aussi, ou est-ce qu'au contraire, il y a des résonances avec le passé, comme on l'évoquait à l'instant dans cet échange? Non, mais tout a des racines dans tous les domaines. Donc évidemment, on se réfère consciemment ou inconsciemment à des choses qui ont déjà existé. Mais par contre, pour répondre à la question de notre ami, j'ai envie de renverser la question. Vous allez me trouver extrêmement prétentieux et orgueilleux, mais j'adore ce qui est spontané. Et donc qui n'est pas le propre fait de mon acte. Mais j'essaye de copier ce qui a été spontané. C'est-à-dire que quand j'essaye de réparer un paysage, j'essaye de faire comme le bon Dieu. Je le fais très mal. Je suis dans un domaine d'artifice et non pas de nature. Mais enfin bref, j'essaye de copier quelque chose que je qualifierais de divin. Voilà. Yves Agile, ou de m'inspirer. Vous faites également comme le bon Dieu ou pas? Alors justement, non, je vais faire l'avocat du diable. Je ne crois que Dieu n'intervient pas là-dedans, mais c'est un propos très matérialiste. Je peux comprendre qu'on ait aussi d'autres. Je discutais l'autre jour... Quand je dis Dieu, c'est la spontanéité et une grâce. Oui, d'accord. Je discutais... Une religion sans Dieu, en quelque sorte. Une danseuse très célèbre, l'autre jour, qui pensait que son talent provenait du cosmos, si vous voulez. Bon, on peut avoir ce genre d'idée, de croyance, je comprends très bien. Moi, je pense que la créativité, qui est probablement la fonction mentale la plus élaborée de l'homme, le seul dans le règne vivant, il n'y a que l'homme qui est capable d'avoir des qualités de créativité comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est notre cerveau. Je vous rappelle une chose, c'est que vous, quand vous avez posé votre question à un instant, en fait, vous faisiez de la créativité. Quand je regarde cette bouteille, là, je vois sa forme, sa couleur, je vois sa position dans l'espace. En fait, cette bouteille, elle est là, mais je recrée dans mon cerveau cette bouteille. Je rappelle une chose, c'est que les impulsions lumineuses de cette bouteille arrivent dans mon œil, dans ma rétine. Ensuite, ça se transforme en impulsions électriques qui vont à la partie postérieure de mon cerveau. Dans la partie postérieure de mon cerveau, il y a des cellules qui vont reconnaître la forme, la couleur, d'autres la couleur, les troisièmes la disposition dans l'espace. Et je vais reconnaître cette bouteille. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Autrement dit, notre cerveau, il crée tout le temps. Il crée tout le temps. Vous tous, vous êtes là, en se regardant les uns les autres, on se crée, on a une création, une représentation mentale de ce que vous voyez. Toutes nos perceptions, c'est une création permanente. Autrement dit, la créativité, c'est notre cerveau. Le cerveau est une machine à créer.
Alors, il y a la différence entre créer une bouteille, évidemment, vous comprenez bien, on sait bien tous que c'est une bouteille, et la théorie de la gravitation, évidemment, c'est pas la même chose. Mais le message que j'aurais donné, c'est un message très matérialiste, direz-vous, c'est que le cerveau est une machine à créer. Barbara, je vous en prie. Oui, parce que j'ai lu la dernière partie de la question qu'il demande si la création nécessite-t-elle toujours une forme de transcendance. Pour être vraiment un artiste, un titre que je n'ai jamais utilisé avant l'âge de 50 ans, et il a à peine, parce qu'un artiste est toujours en train de devenir. Mais je crois que ça exige de l'humilité. Et l'art, pour moi, c'est cette conversation que nous avons commencé depuis le début des temps, les êtres humains, pour parler de notre condition humaine. Et ça, il a pour moi un élément de transcendance là-dedans, parce que moi, je suis sur les épaules de la génération qui sont devenues avant moi et avant. Moi, on ne peut, dans la musique moderne, il n'a rien de nouveau qui n'est pas dans la musique de Bach. Ça veut dire qu'on crée, mais on continue, pour moi, cette conversation qu'on a comme être humain, qui est nécessaire pour moi à la vie, comme l'air et comme l'eau. L'art est nécessaire parce qu'on a besoin de cette conversation. On a besoin, surtout aujourd'hui, quand nous sommes tellement divisés, on a peur, la pandémie et tout ça, qu'on a besoin de cette, d'abord, humilité et de réaliser que nous sommes liés, c'est des choses qui nous lient. Il y a certains qui s'appellent ça Dieu, mais en tout cas, c'est absolument spirituel pour moi. Et c'est pour ça que, moi, je dis souvent, pendant un concert, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe, pas très longtemps, qui me rappelle un peu ma théorie de la théorie des cordes, the string theory, que tout avait commencé avec une vibration, une seule vibration, et qu'on avait vibré avec ça, et que cette vibration qu'on cherche toujours. Et pendant un concert, je le sens, un moment où on vibre ensemble, moi, le public, la salle, tout, on vibre ensemble. Et ça nous rappelle qu'on fait partie de cette famille qui s'appelle humanité. Et pour moi, l'endroit où on vibre ensemble, c'est l'endroit où est sortie, pour moi, cette déclaration universelle des droits humains, qui dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Nous sommes doués de raison et conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est ça la spiritualité qui vibre avec la musique dans les cœurs et qui est divine, spirituelle. Dieu, on peut dire autre chose, mais pour moi, ça, c'est la raison que je monte sur scène. Merci Barbara. Alors, on va maintenant abandonner, pas totalement, mais remercier nos jeunes amis pour la qualité de leurs questions. Et il y a un micro qui va circuler et qui va vous permettre, si vous le souhaitez, de poser des questions. Donc je vais demander à celles ou ceux d'entre vous qui souhaitent poser des questions de lever la main bien distinctement, parce que j'ai un peu de lumière dans les yeux, et on va vous apporter un micro. Je ne sais pas s'il y a eu des mains levées. Si, mademoiselle. Alors, en fait, non, on ne vous apporte pas de micro, pardonnez-moi. Vous allumez le micro qui est en face de vous. Toutes mes excuses, j'ai une confusion dans la salle. Allez-y. Je vous en prie. Quel conseil pourriez-vous donner pour avoir le bonheur de connaître, même ne serait-ce qu'une seconde, un jour, les moments de grâce dont vous parlez si bien, s'il vous plaît? Barbara. C'est partout. La création est partout. Quand on voit, parce que moi je suis amateur jardinier,
Oui, j'adore. Et, mais un feuille, un arbre, au printemps, ça devient plein de feuilles. Et à l'automne, les feuilles tombent et prennent de couleur. Tout ça, c'est partout. Il faut ouvrir les yeux. Et une fois qu'on enlève ces masques, il faut sourire. Hein? Il faut sourire aux autres, regarder, vivre avec les autres. Ça commence chez soi. On n'a pas besoin de faire ça avec les étrangers d'abord. Mais autour de la table, avec les collègues. Et peut-être on peut oser faire ça à quelqu'un qui est un peu différent, à qui on peut peut-être avoir peur ou être inquiet. Mais la création des émerveillements, c'est partout. Moi, je le vois dans tout. C'est là. Alors, prenez votre micro, Louis. Allez-y, je vous en prie. Parce que Barbara est paysagiste, donc peut-être que vous êtes chanteur. Paysagiste, non, pas du tout. Louis est chanteur, en revanche. Oui, excellent, remarquable. Non, mais quand je mets un grain au mois de mars... Vous voulez qu'il pleuve tout de suite. Et je trouve une tomate au mois d'août. Ah, mais je dis, mais c'est ça que je crois. Mais Barbara, vous vous réjouissez de tout. Et ce qui est merveilleux, je trouve, c'est l'explication parfaitement scientifique d'Yves, qui nous explique que notre cervelle est une machine à créer. Donc, à partir du moment où on le croit, si on croit Yves, ben voilà, tout va bien. Être étonné, à oser d'être étonné, de s'étonner, je crois. Voilà. Yves. Il y a une différence fondamentale entre quand même l'approche scientifique et l'autre. Le scientifique, n'est-ce pas, il a une croyance, il faut qu'il ait des convictions, donc une croyance, mais à partir d'observations rigoureuses, à partir d'un raisonnement. À l'inverse, si on a une croyance, par exemple une croyance divine, c'est une croyance et ensuite on raisonne. C'est ces deux choses qui sont apparemment différentes, quoi. Merci Yves. Alors, je vous en prie, Bertrand, allez-y, je vous en prie. Un non, je ne veux pas bien sûr. rallonger. Mais je pense comme conseil, ce qu'on peut donner aussi, c'est d'essayer d'être à la fois présomptueux, parce qu'il faut se dire, par exemple pour la musique, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer que je n'arrive pas à entendre ailleurs. Donc c'est très prétentieux d'une certaine façon. Mais autrement, c'est quand même le moteur. Il faut avoir ce côté présomptueux et en même temps l'humilité en même temps. Et après... d'avoir du travail, enfin de travailler, il y a beaucoup de travail, mais il ne faut pas se laisser impressionner. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des écrivains qui faisaient des textes de chansons, et souvent, au départ, ceux qui ont une vraie musicalité déjà dans leurs romans, ils l'ont sur les chansons, mais une chanson, c'est pas que des pieds et des rimes. Et souvent, les gens, quand ils écrivent des paroles de chansons, ils ne pensent qu'aux pieds et aux rimes. Ça fait ta 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 ta. Mais dès qu'il y a une irrégularité, c'est ça qui est magnifique pour la mélodie. Si tout est complètement calibré en 12 pieds, c'est trop attendu. Donc il faut arriver à être libre et pas être trop autocomplaisant non plus. Barbara, je vous en prie, si vous voulez ajouter quelque chose. Alors, une autre question. Madame, je vois que vous avez levé la main, allumez votre micro. Merci pour ce que vous avez partagé sur la création. Barbara Hendricks, vous avez dit que vous étiez au service de votre art et vous avez parlé beaucoup de grâce. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur lorsque vous chantez ? C'est difficile de... ça dépend de ce que je chante. Mais j'ai toujours un sentiment de la joie quand je chante. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui chante sous la douche. Sauf que si je suis en train de travailler un texte ou quelque chose, mais je ne chante pas sous la douche. Mais c'est ce qui se passe dans le corps quand je chante, c'est beaucoup de la joie. Merci. Merci Barbara. Monsieur, allez-y, je vous en prie, allumez votre micro. Oui, bonjour et merci. Je m'étais attendu bizarrement à ce qu'on parle de progrès
en méthode de recherche scientifique et que la création serait en rapport avec le progrès scientifique. Et je vois qu'on n'a pas du tout parlé de ça. Et grâce à vous, on va justement en parler maintenant. Catherine Bréchignac, je vous en prie. Oui, alors j'ai même écrit un livre qui s'appelle « Le progrès est-il dangereux ?» Oui, alors là, vous tapez vraiment dans un sujet que j'aime énormément, mais ce n'était pas le propos. Moi, je suis un peu primaire, c'est-à-dire qu'en fait, on me dit la création est-elle une science exacte ? Je regarde les mots, création, science, exact, voilà, et après je résous. Ça, c'est le côté cartésien de ma tête. J'ai un côté irrationnel, mais je n'en parlerai pas. Tu as raison. Donc, l'affaire du progrès est extrêmement intéressante. Tout d'abord, et je pense que Yves, on en avait discuté ensemble, il n'y a pas de progrès dans l'art. Parce que une peinture préhistorique vous transmet la même émotion qu'une peinture contemporaine. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de s'exprimer, et l'art, c'est une façon de s'exprimer, d'exprimer des émotions. La création artistique, elle est basée sur l'émotion, sur le sentiment, etc. La création scientifique, elle est beaucoup plus basée sur la raison, et le progrès, justement, ce qui progresse, c'est ce couplage entre la création, parce que les scientifiques ont besoin de créer pour comprendre, et la découverte. Et si vous n'avez que de la découverte, vous ne pouvez pas progresser. Si vous n'avez que parce que si vous avez de la découverte, si vous n'avez que de la découverte, vous êtes dans un stade où vous ne comprenez pas. Si vous n'êtes que dans la raison, vous n'avancez pas non plus. Donc en fait, le progrès, c'est vraiment la combinaison entre la découverte et l'étonnement, comme le disait Yves, et de l'autre côté, la raison et la compréhension, et c'est ça qui vous fait progresser. Et vous avez un progrès scientifique, un progrès technologique, et c'est le progrès scientifique et technologique qui tire la société. Et le problème qu'on a actuellement, c'est ce découplage, enfin, cette dissociation entre la société et les scientifiques, parce que les scientifiques, maintenant, ils ont élaboré un langage tel que finalement, beaucoup ne parlent qu'entre eux. Et alors que la société, elle, comme elle est basée sur l'émotion et que tout le monde a de l'émotion, c'est plus facile de discuter avec les gens en société que de discuter de choses scientifiques. Et on se réunit dans cette science et parfois on ne comprend même pas ce que dit l'autre, qui est aussi scientifique nécessairement, ce couplage-là. Et c'est ce progrès-là qui tire la société. Il n'y aurait pas eu de progrès scientifique, on en serait toujours au niveau préhistorique. Donc votre question est parfaitement pertinente. Yves Agide, un complément de réponse et après on prend une autre question de ce côté-là. Quand Catherine parle des émotions, elle met sa main sur son cœur. Madame posait la question à Madame Hendricks en lui disant « Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur ?» Je voudrais que les émotions n'ont rien à voir avec le cœur. Hein, quand même, les émotions, c'est là, Madame. Hein, c'est ça. Hein, voilà. Ah, il lâchera rien, hein, le professeur Agide. Oui, mais quand tu as une émotion, là, ça fait battre ton cœur plus vite. Alors tu te dis et tu l'entends mieux que ce que tu mets dans ton cerveau. Le cœur bat par émotion, mais l'émotion, elle commence par arriver là. Mais je voudrais, pour répondre à la question de monsieur sur le progrès, en complément de ce que tu disais, on peut quand même essayer d'élaborer un peu sur quels ont été les progrès en termes pour expliquer la créativité dans le cerveau. Parce que je peux avoir 2 minutes pour dire ça ou oui ? 2 minutes. Alors, quelles sont les fonctions qui amènent à la créativité ? C'est le raisonnement linéaire, c'est l'analogie, c'est la déduction, c'est l'induction, c'est la synthèse, c'est l'hybridation, etc. Toute une série de fonctions psychologiques qu'on connaît. Or, il se trouve que dans le cerveau, on ne comprend pas tout, hein, parce que je le dis, mais par contre, on sait que l'organisation des neurones permet de trouver au sein des neurones le corrélat de ces fonctions-là. Par exemple, vous avez des neurones qui sont en série. Hein, ça permet d'expliquer le raisonnement linéaire. Vous avez des neurones qui sont en parallèle avec des collatérales. Autrement dit, vous avez un circuit neuronal qui veut exprimer tel type d'information et par les collatérales, il peut donner ces informations à un circuit parallèle qui fait tout autre chose mais qui va profiter du modèle fourni par l'autre circuit. La déduction,
Eh bien, c'est très simple. Vous avez des neurones qui sont convergents. Vous avez des centaines de neurones qui convergent sur un neurone. C'est ça la déduction. A plus B, A est égal à B, B est égal à C. La déduction, j'en conclus que C est égal à A, n'est-ce pas? C'est ça la déduction. Puis vous avez l'induction, c'est l'inverse. Vous avez un neurone qui projette sur plein d'autres neurones. Ce qui peut expliquer l'induction, qui peut expliquer les synthèses, les hypothèses, l'hybridation, etc. Vous avez même des collatérales, des neurones qui reviennent et qui s'inhibent elles-mêmes, ce qu'on appelle des rétroactions, des rétrocontrôles, qui peuvent expliquer la vérification. Je ne veux pas, vous m'avez donné 2 minutes, je m'arrête, mais vous voyez, on connaît les chemins. Alors juste pour terminer, si je peux, ça n'explique pas le génie quand même. Ça n'explique pas le génie. Alors, par exemple, moi, je me dis toujours, je fais la comparaison avec le sport. Comment est-il possible que des Kenyans arrivent à courir un marathon en moins de 2 heures? C'est quand même extraordinaire. Moi, je dois remettre 12 heures pour faire un marathon, j'imagine, à peu près. Et je pense qu'un grand scientifique, c'est à la science ce qu'un Kenyan est au marathon. Alors, merci Vagid. Je ne vous vois pas tous, mais qu'un micro s'allume, peut-être au fond, mademoiselle, et posez votre question. Thank you. Merci beaucoup pour ce débat fascinating, graceful, et d'avoir ajouté aussi la notion de humilité et humanisme. Ma question est, est-ce que la création, elle est le résultat d'un talent qui est exprimé sous l'influence de son environnement direct, ou à travers les stimulus ou les contraintes, ou est-ce que c'est inné, génétique, kind of déterminisme? Merci. Alors, l'inné et l'acquis, peut-être... Non mais Yves, il va nous parler de cerveau. Peut-être quelqu'un va parler du cœur, je ne sais pas. Alors, Louis, peut-être dans un premier temps, ou peut-être d'abord Yves Agide, et puis après un complément de réponse. Alors, Yves, allez-y, parlez-nous du cœur. D'accord. Le cœur, c'est une pompe, hein, c'est rien. Je crains que votre propos ne soit rectifié par d'autres. Allez-y, je vous en prie. Bon, non, c'est extrêmement injuste. Si vous voulez, ce que je disais à propos des coureurs kenyans, quand vous allez dire ils ont des longues jambes, ils ont plus de souffle parce qu'ils sont sur les hauts plateaux, mais enfin, c'est quand même extraordinaire. Ces gens-là ont un talent extraordinaire. C'est un exemple que je donne. Et ils ont du cœur. Et ça, c'est inné. Mais en même temps, c'est appris, évidemment. Et il se trouve que toutes les structures cérébrales qui permettent ces apprentissages, on les connaît assez bien. Et donc, cet apprentissage est tel que pour aller dans le sens du progrès, pour faire des découvertes, je parle de nos domaines à nous, vous savez qu'aujourd'hui, eh bien, c'est collectif. D'ailleurs, dans le cerveau, c'est collectif. Quand vous pensez à faire une découverte, c'est tout votre cerveau qui travaille. Mais vous voyez bien, aujourd'hui, déjà Einstein, peut-être moins Galilée était tout seul. Mais aujourd'hui, dans ton domaine, je pense, on a des laboratoires où il y a des staffs. C'est les idées de tout le monde. D'ailleurs, c'est vrai dans l'entreprise. Les gens se réunissent. Les idées naissent, les nouvelles idées naissent par la collectivité. Et ça, donc, c'est effectivement l'hybridation à la fois de l'inné et de l'acquis. L'inné, parce qu'on est comme ça. Mais la seule chose que nous pouvons faire, nous, c'est de permettre aux gens d'apprendre. Alors, peut-être Bertrand, puis après Barbara. Bertrand, allez-y. Je pensais juste à quelque chose qui pourrait répondre indirectement à la question et qui parle aussi du travail de Louis. Il m'arrive de faire des musiques pour une grande marque française de parfums, de joaillerie et de mode. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps que l'IRCAM avait fait avec un concurrent moins intéressant. Ils avaient fait tout un truc où ils disaient ça y est, on a mis les parfums en musique grâce à des machines extraordinaires. Alors je me disais mince alors, tout ce que j'ai et je suis allé sur le site, j'ai été soulagé, c'était absolument ignoble. Donc j'avais très peur quand même. Mais donc c'est cette tentative toujours de matérialiser la création, quand même, on voit que heureusement, c'est un échec. On peut essayer par les phonèmes, les choses, de mettre en boîte la voix de Barbara, et une machine pourra s'en approcher. Mais il lui manquera une âme, il lui manquera toute cette part de merveilleux, qui est justement ce que... ça restera des fréquences, mais il n'y aura pas tout ça. Louis, je vous en prie. Oui, Yves a gentiment prononcé le mot d'Einstein, et j'y pensais à propos de progrès. Et à mon sens, la création est
est nécessaire au progrès. Je crois, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai eu la chance de connaître Louis de Broglie. Je crois que ses travaux ont permis à Einstein de faire ce qu'il a fait. Donc, une fois de plus, il y a des racines, il y a des successions de choses, et c'est du progrès. Je veux dire, on va vers un sens. Et ça répond aussi à cette notion d'inné ou pas, mais c'est qu'il y a un milieu culturel et que quand on a la chance de naître dans un endroit où il vous est donné plus de choses que dans un autre, enfin, il y a plein de choses qui jouent et qui ne sont pas forcément génétiques, à mes yeux. Bien sûr. Voilà. Et bien sûr, c'est ce que disait aussi, je dis, parce que la science, c'est pas une accumulation de faits. N'est-ce pas? Je cite Henri Poincaré qui disait la science, ce n'est pas seulement une accumulation, ça n'est pas comme un tas de pierres pour construire une maison. Vous avez un tas de pierres, vous construisez une maison. Ben non, c'est pas parce qu'on a des faits qu'on fait de la science. Je pense juste à une dernière chose, mais qui montre que la nature peut être au service de la science. C'est dans Alphaville de Godard, il y a une voix qui est totalement captivante, qui est une voix de robot. Et je cherchais pendant des années, je me suis dit, mais comment il faisait ça? À l'époque où ça a été fait, il n'y avait pas de vocodeur, il n'y avait aucune machine qui permettait de faire ça. Donc j'ai cherché tous les appareils et j'ai trouvé, vous savez comment il faisait Godard? Il a pris quelqu'un qui avait eu un cancer du larynx, qui parlait par un appareil. Catherine. Oui, juste pour dire que, évidemment, la science n'est pas un tas de cailloux qui se construit comme ça, mais quand même, la science est cumulative. C'est-à-dire que, et je pense qu'on n'a pas fait la distinction aujourd'hui entre science et recherche. La recherche, c'est vraiment, on n'endort pas pendant un certain nombre de nuits parce qu'on se pose toujours la question, mais il faut que j'avance, il faut que je trouve, et c'est une sensation extrêmement pénible, enfin pénible et très enthousiasmante aussi, d'avoir le vide en face de soi. Mais une fois qu'on est allé, et Yves a raison, on est un certain nombre à discuter, à se poser des questions, à avancer, à reculer. D'ailleurs, vous avez entendu, on a dit les scientifiques, ils savent pas, ils se contredisent, etc. D'abord, premièrement, c'était pas des scientifiques lors du Covid, c'était des gens qui s'occupaient du sanitaire. Les masques, c'est pas de la science, etc. Les scientifiques étaient dans les labos. Mais au fond, on a cette question de faire de la recherche qui, elle, c'est toujours en question-réponse et on avance en tâtonnement, en avançant, comme tu disais, avec... Et de l'autre côté, une fois que le savoir s'est quand même concrétisé, stabilisé, qu'il a été reconstruit, qu'il a été fait, refait, réfléchi, etc., il est acquis et on avance progressivement comme ça. Et ça, la science est cumulative. Et au bout d'un certain temps, on est quand même dans un domaine où on a absorbé la science qui s'est passée précédemment. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas apprendre toute la science. Donc on est obligé d'en apprendre une partie, de faire confiance à ceux qui en ont appris l'autre. Et c'est là que se pose la difficulté de toute la communauté scientifique. Alors, une ultime question, peut-être une ou deux. Allez-y, je vous en prie, allumez votre micro. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour. Alors en fait, c'est une question collégiale qui s'adresse à tous. J'ai noté que vous aviez dit que la création était faite à partir de rien. Et je voulais savoir quelle était... Enfin, si vous pouviez apporter un éclairage, est-ce que l'improvisation dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que c'est une création à bon marché, sans ironie de ma part et sans porter jugement sur le résultat qui peut en découler, mais est-ce que l'improvisation, elle nécessite une expérience passée? Quand on parlait de jazz ou de musique ou d'autres choses, est-ce que l'improvisation, elle ne peut être envisageable que lorsque la personne qui improvise a déjà une certaine maîtrise ou une expérience passée dans le domaine, alors que celui qui est un créatif pur peut partir ex nihilo? En fait, l'improvisation, le vrai mot, ça devrait être composition instantanée, en fait. La vraie improvisation, ça va être ça. Mais il y a des ficelles pour l'improvisation. C'est quand je parlais des gammes et tout ça, on se dit on est en si bémol, on va faire toute la gamme, on va redescendre. Mais justement, les grands jazzmen et les grands improvisateurs, c'est ceux qui vont s'écarter. Moi, il y a une phrase qui m'avait marqué quand j'étais enfant. J'avais entendu Arthur Rubinstein dire il n'y a jamais de fausse note, ce qui compte c'est la note qui va suivre. Et c'est vrai, on peut mettre n'importe quelle note sur un piano, n'importe quelle harmonie, elle va marcher. Chaque accord de Messiaen, on se dit c'est faux, et c'est l'accord d'après qui va le valider. C'est ça qui est merveilleux. Barbara. Pour moi, il faut avoir une base pour faire une improvisation, sinon on fait n'importe quoi. Et pour improviser sur quelque chose,
je chante le Strange Fruit qui était chanté par Billie Holiday. Billie Holiday, personne ne peut imiter Billie Holiday, personne ne peut chanter comme Billie Holiday. Et quand je le chante, je fais improvisation. On sait que l'original était chanté quand je le chante. C'est l'original de Billie Holiday. Mais je ne chante pas du tout comme elle. Je fais tout pour ne pas chanter comme elle. Parce que je ne veux pas même donner l'impression de vouloir imiter Billie Holiday comme personne ne peut imiter Maria Callas. Mais j'ai dans l'oreille comme Billie Holiday chante. Mais moi, je ne chante pas ça comme ça. Et chaque soir, je le chante différemment. Et pour moi, c'est l'improvisation que j'ai. Et quand je fais de l'improvisation dans le jazz ou le blues, quand je retourne à la musique partition où c'est plus cadré, j'ai beaucoup plus de liberté dans la musique. Je le chante, et aussi quand je chante la musique baroque, maintenant je suis beaucoup plus libre pour improviser que j'étais avant de chanter le jazz. Mais la base est là, et le respect pour ce qui était l'originel, pour moi, est très important. Alors, une toute dernière question très courte, s'il y en a. Juste de dire qu'on ne crée pas à partir de rien. C'est pas possible, ça n'existe pas. Enfin. Et je crois qu'on est tous d'accord, on ne peut pas créer à partir de rien. Non, mais c'est une improvisation, ce n'est pas là. Bien sûr. Oui, c'est... Oui. Il n'y a pas de création sans un... Oui. Le progrès, ça n'existe pas ex nihilo. Absolument. Et l'admiration, c'est important. Alors, une dernière question, s'il y en a une. Je vois qu'il y a un micro qui s'allume. Très courte, et on vous apportera une réponse de qualité équivalente, mais très courte aussi. Concis. Je voulais vous interroger sur un chant qui s'est développé en Amérique du Nord, en particulier au Canada, et qui commence à infuser en France, qui s'appelle la recherche-création, c'est-à-dire des artistes qui se mettent à expliciter de manière très rigoureuse et scientifique leur démarche, et à l'inversement, des chercheurs qui pensent aussi sensiblement leur chant pour apporter un regard neuf sur leur pratique. Et je voulais savoir, du coup, comment s'entremêlaient ces deux regards et aussi ces deux intelligences. Alors, Yves, et puis un complément peut-être après, je vous en prie, allez-y. C'est une question difficile. Moi, mon idée, évidemment pour la découverte, mais je pense que c'est vrai aussi pour les artistes, parce que c'est quand même l'acmé, les artistes, c'est quand même de savoir ce qui se passe pour créer. On crée de manière naturelle, on parle de manière naturelle, on se promène de manière naturelle, etc. Mais quand on veut passer à l'étage de la création, on le fait de manière naturelle, mais je me dis que si on connaît comment ça se passe, le processus de création, ce qu'on connaît mal, on commence à comprendre. Je vous rappelle quand même qu'Homo sapiens est né il y a à peu près 7 millions d'années, l'enfant de Toumaï, c'est 7 millions d'années. Ça fait à peine 50 ans qu'on commence à comprendre comment ça marche, cette machine là-haut. Donc, on est au tout début. Un jour, on va avancer. Et je pense que si on comprend comment ça marche, bon, c'est comme un coureur automobile, par exemple. Ben s'il ne sait pas du tout comment fonctionne la voiture, ça ne marche pas. Jean-Todt m'a bien expliqué ça. C'est-à-dire que les coureurs automobiles, ils discutent avec les ingénieurs pour l'aérodynamisme, pour le moteur. Ben, je pense que pour le cerveau, c'est la même chose. Donc, pour répondre à votre question, je trouve que en effet, c'est intelligent que les artistes comprennent un peu comment ça se passe. Et c'est important aussi que les scientifiques puissent apporter des idées nouvelles sur le fonctionnement de la créativité en l'occurrence, ce qui peut permettre peut-être aux artistes de créer encore mieux, de créer plus et mieux. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce débat. Il me reste à vous remercier, à remercier le public. Vous avez été attentifs. Vous avez été non seulement attentifs, mais impliqués, et merci de vos questions. Je voudrais remercier également le panel étudiant, toute ma gratitude aussi aux personnalités qui ont été nos invités pour la qualité de leurs réponses et de leurs échanges. Merci aussi à l'Institut et à ses académies qui nous accueillent,
aux partenaires des rencontres capitales de leur fidélité, de tout ce qu'ils ont accepté en termes de calendrier. Gardez vos masques en circulant dans le palais. Vous trouverez les livres de nos invités dans la librairie. Merci et à bientôt pour de prochains débats des rencontres capitales. Merci.